En guerre, pour la préemption salariale. Note de blog de Frédéric Lordon, datée du 21 mai 2018. Monsieur Bandery, vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4 ans, au moins 5 ans. Est-ce que vous tenez votre parole, vous? Oui, le groupe, il a tenu ses promesses Non, d'investissement. On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Ouais, Voilà. Écoutez, Non, mais c'est sans appel. La justice, aujourd'hui, est là pour dire non à la fermeture de l'entreprise. Dans la Constitution est inscrit la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir et fermer une entreprise. Une entreprise Aujourd'hui- qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices. Ça veut dire qu'on a un PDG qui a dit à un ministre « Allez vous faire foutre, moi je fais ce que je veux ». Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés? On sent personne dehors. C'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères. Elle est où la parole? Je me bats pour un chèque qu'on va toucher à la fin de chaque mois. C'est pour ça qu'on doit se battre, tous ensemble. On n'a plus rien à perdre. Je vous demande de partir, c'est illégal. Entendez ce que je vous dis. On ne bougera pas. C'est fini. Regarde, c'est fini là. On est en train de crever et on se fout sur la gueule. S'il n'y a pas de rencontre, un débouché qui reprend le dialogue, ça va vraiment dégénérer. On ne résiste à la puissance suffocante du film de Stéphane Brisé, En guerre, qu'à y discerner une place vide, la place du discours manquant. Il faut absolument y voir cet espace inoccupé et la possibilité de le remplir, l'espace d'une réponse, c'est-à-dire d'un discours à déployer, opposable aux impossibilités montrées par le film, et capable d'en faire sauter un mur. Sinon, c'est insupportable. C'est insupportable car ce que montre le film, c'est la force d'un ordre institutionnel capable de se donner raison à lui-même. Un ordre qui mure portes et fenêtres, qui bouge toutes les issues pour ne laisser subsister que sa vérité. Lorsque les économistes stipendiés, les experts de service, les éditorialistes débiles et les patrons odieux disent qu'il n'y a pas d'alternative, c'est vrai. C'est vrai parce que les structures ont été aménagées pour que ce soit vrai. Lorsqu'ont été installés la déréglementation financière et le pouvoir actionnarial, le libre-échange commercial au mépris de toute norme sociale et environnementale, la libéralisation du régime des investissements directs, c'est-à-dire de la localisation des sites industriels, à laquelle on ajoutera celle des sièges sociaux, il est exact que tout est joué, ou presque, et qu'en effet, il n'y a plus d'alternative. En somme, la disparition des alternatives, ça s'organise. C'est là par excellence le point répugnant de l'époque. La plupart des personnages qui la dominent en actes et qui triomphent en mots savent à peine à quoi ils doivent de la dominer et de triompher. La plupart, certains savent très bien. Ils en tiennent le discours comme des automates, mots inhabités, phrases mécaniques. L'environnement de la mondialisation, dont nous ne pouvons nous abstraire, le marché qui s'impose à nous, l'agilité pour être plus compétitif. Grumeaux de pensée dont Brisé prend soin de nous donner des échantillons atterrants, plus consternants encore quand ils viennent dans la bouche des conseillers ministériels, représentants de l'État mentalement colonisé par la langue du capital. Le plus terrible de ce que montre Brisé, ça n'est pas tant la situation même que les mots dégoûtants opposés par les triomphateurs pour imposer leur triomphe et faire toucher terre à ceux dont ils triomphent, à qui ils refuseront tout, mais avec des mots. Et c'est bien ça le pire, sans réplique possible. Avec des mots qui disent vrai en un sens, même si leurs utilisateurs ne savent pas pourquoi ils disent vrai, selon quel régime de vérité. Comme un cas d'école d'une théorie simple de l'idéologie, ils croient énoncer un fait de nature quand ils ne disent qu'un état des structures. Un état que d'autres avant eux ont contribué à installer, car les structures ne tombent pas du ciel, et qui, c'est cela le vrai, une fois installées,
déploie implacablement toutes ses nécessités. L'impossibilité organisée. C'est bien pourquoi tous les mots d'ordre pour manifestation à base de partage des richesses, de réduction du temps de travail, d'augmentation des salaires ou d'interdiction des licenciements sont nuls et non avenus tant qu'ils ne posent pas explicitement la question de leurs conditions de possibilité structurelle, faute desquelles ils demandent la neige en juillet ou Noël à Pâques, et ceci n'arrivera pas. Ceci n'arrivera pas parce que les structures ont été bien faites pour le rendre impossible. Vérité simple et presque tautologique, quand les structures sont en place, tout est vrai des objections opposées par les structures. Pourquoi fermer une usine rentable ? Parce qu'elle ne l'est pas assez. Mais pourquoi ne pas se contenter de moins ? Parce qu'il y a des actionnaires et qu'ils ne le permettraient pas. Ne peut-on résister parfois aux actionnaires ? Non, parce que lorsqu'ils ne sont pas contents, ils vendent, et le cours de l'action baisse, déréglementation des marchés de titres. Et l'entreprise, dont la valeur boursière plonge, devient une proie potentielle pour un raider, démantèlement du système des participations croisées. Or, s'il y a une OPA, toute la direction sautera. Pense, à raison, la direction, qui ne veut pas du tout sauter. Et puis qu'on a aussi pris soin de gaver de stock options, de sorte que ses propres intérêts soient désormais bien alignés sur ceux des actionnaires. Négocier avec ces derniers quand même ? Bon courage. La plupart sont des grands investisseurs institutionnels qui se font sauvagement concurrence par la rentabilité servie aux épargnants et ne renonceront pas à un dixième de point. Financiarisation de l'épargne concentrée auprès de grands actionnaires de fonds collectifs, mirifique perspective de la retraite par capitalisation. Nous irons donc baisser les coûts partout où c'est possible, en matraquant d'abord les salariés, puisque tout nous y incite. Le chantage à la compétitivité d'abord, libéralisation du commerce international, et à la délocalisation, nouveau régime des investissements directs et liberté d'établissement. La démolition de toutes les protections juridiques et réglementaires des salariés ensuite, des régulations successives du marché du travail, par l'annulation des conquêtes d'un siècle de lutte sociale. Si donc le nord de la France est trop cher, sous la double commande de nos actionnaires et de nos stock options, nous irons en Pologne. Si la Pologne à son tour exagère, nous l'expédierons au Vietnam, et puis du Vietnam en Afrique, car nous en avons pour un moment avant d'avoir épuisé tout le réservoir à pauvres de la planète. Et nous ferons tout ça car nous le pouvons. Car depuis 30 ans, nous ne cessons d'œuvrer pour qu'on nous aménage le terrain de jeu et qui nous le permette, et que dans ces conditions, nous ne voyons pas pourquoi nous nous retiendrions d'user de la moindre de nos latitudes. Tel est le mur de nécessité auquel se heurtent les salariés du film de Brisé. Il y a de quoi devenir fou. Pas seulement par les immondes fins de non-recevoir langagières qui sont opposées à la souffrance humaine, mais par le fait que toutes les coordonnées spontanées de la lutte y sont mises en échec. La vraie combativité ne paiera pas. La lutte qui ne s'affale pas tout de suite sera défaite, parce qu'elle est une lutte locale et qu'elle a contre elle toutes les structures globales, donc parce que toutes ces conditions de réussite lui échappent. Le tragique du film de Brisé est qu'il y a un héros, et que le héros va immanquablement perdre parce qu'il se trompe. Plus il est héroïque, plus il se trompe, et l'inverse aussi. Il se bat pour sauver les emplois dans un monde agencé pour que les emplois ne soient plus sauvables. Et ce sont les résignés qui ont raison, tactiquement. À de miraculeuses exceptions près, on ne se bat plus dans une fermeture que pour gratter de la supralégale, ou des promesses de reclassement, ou de réindus auxquels on ne croit même pas. Il faut avoir quelques robustes ancrages pour ne pas sortir du film passablement abattu. Alors, les structures. Mais le point de triomphe de l'ordre néolibéral désigne aussitôt son point de faiblesse. Il n'y a pas d'alternative n'est jamais qu'un énoncé conditionnel à l'état de ces structures.
Faire autrement est impossible puisque la nécessité installée par les structures s'oppose à ce qu'on fasse autrement? Très bien, nous savons maintenant où se situe l'enjeu, dans la reconstruction des structures. Voilà le discours manquant, celui qui laisse une chance de respirer à nouveau ou sortir d'un film étouffant. Le discours des structures comme objet de la politique. Car elles peuvent toujours être refaites, et refaites autrement. Ce toujours, c'est le nom même de la politique. Dès lors qu'on s'élève au niveau des structures, il y a toujours une alternative. L'alternative peut entrer bien plus vite dans la réalité qu'on ne l'imagine, très soudainement même. En Argentine, pendant toutes les années 1990, le Currency Board, ou caisse d'émission, dispositif qui, pour briser l'inflation, indexe la création monétaire interne sur les réserves de change, en dollars, impose une politique monétaire déflationniste, et pour qu'il ne vienne à l'idée de personne de faire autrement, on l'a inscrit dans la Constitution. Grande affaire du néolibéralisme, la constitutionnalisation des politiques économiques, voire les traités européens. Donc il y a le Currency Board, et on ne peut pas faire autrement, puisqu'il est dans la Constitution. En janvier 2002, pourtant, après des semaines de manifestations de masse, le Currency Board est abrogé d'un trait de plume, en une nuit. On pouvait donc faire autrement. Éternelle surprise, mêlée de ravissement un peu idiot, pour tous ceux qui s'aperçoivent d'un coup qu'ils s'étaient asservis pour rien, qu'ils s'étaient soumis à un fallacieux décret d'impossibilité. La question n'est pas de discuter ce qui s'en est suivi, elle est de rappeler ce que c'est que la souveraineté politique comme décision et comme alternative de principe, et les conditions de sa remanifestation. Briser le pouvoir actionnarial. Si elle se remanifeste, où son effort doit-il porter ici? Aux 3 lieux stratégiques du pouvoir actionnarial, du libre-échange et des investissements directs. Par parenthèse, dénonciation des traités européens non optionnels. Mais spécialement au premier, et qui domine hiérarchiquement les 2 autres. Le discours ordinaire dit que, sous le pouvoir des actionnaires, il n'y a pas d'alternative. Restaurer le discours manquant, c'est dire qu'il y a une alternative au pouvoir des actionnaires. Et comment en finit-on avec le pouvoir des actionnaires? À ce sujet, il y a des idées assez précises. Une série d'idées même bien graduées selon ce que les conditions politiques du moment rendent possible. D'abord, le SLAM, Shareholder Limited Authorized Margin, qui procède par fixation d'un taux limite de rentabilité complète pour les actionnaires, Total Shareholder Return, applique un impôt confiscatoire à tout ce qui dépasse, et cisaille ainsi toute incitation à augmenter indéfiniment la pression à la rentabilité financière. L'État capterait tout. En régime, sous SLAM bien ajusté, et sans doute avec les bonnes mesures complémentaires, Perrin Industrie, le nom de l'entreprise du film de Brisé, ne ferme pas, car la fermeture est devenue sans objet. Mais il n'est pas interdit d'aller plus loin. L'étape d'après, c'est de fermer la bourse. Son charme particulier tient au fait d'apparaître comme l'irresponsable rêverie par excellence, quand en réalité elle a toute la rationalité économique pour elle, et même de quoi nouer une alliance objective entre le salariat et une certaine fraction du capital contre leur fléau commun de la finance. On dira que l'alternative réelle au pouvoir des actionnaires, c'est l'abolition de la propriété financière du capital. C'est vrai. On ajoutera que s'en prendre à la finance ne fait que reconduire l'alternative du mauvais capitalisme, financiarisé, et du bon, industriel, c'est-à-dire rester dans l'exploitation capitaliste. C'est vrai aussi. Maintenant, si quelqu'un voit la sortie du capitalisme dans les conditions d'aujourd'hui, c'est qu'il a la vue psychédélique. Et si ne connaissant que cet horizon, il se désintéresse de tout ce qui ne l'atteint pas, il est aveugle aux opportunités de la période. Ce n'est pas que penser, militer, expérimenter des rapports non capitalistes ne soit pas urgent, ça l'est.
c'est que délaisser à ce motif la possibilité de faire quelque chose dans la conjoncture et à l'étage majoritaire est une absurdité, où l'on ne discerne plus à la fin que la condescendance des virtuosités minoritaires pour le grand nombre. On ne redira jamais assez que les grands libéraux sont des marxistes structuralistes à l'état pratique. Eux visent ce qui va saisir le grand nombre, et ils savent à quels étages de la politique se joue ce saisissement. Au plus élevé, là où l'on refait les structures, de la finance, du commerce et de la politique économique. Union européenne, Banque centrale européenne, FMI, BRI, OMC, traités variés, CETA, loi nationale bien sûr. Sans surprise, c'est à cet étage que Macron opère pour accroître les latitudes stratégiques des uns et les impossibilités des autres, puisque c'est l'état des structures qui règle le rapport de force du capital et du travail. Or, on ne défera la politique des structures que par une contre-politique des structures. Le moment de la politique macroscopique, le moment de la préemption. Au reste, on aurait tort de jouer l'un contre l'autre les deux registres de l'anticapitalisme et de l'antinéolibéralisme. D'abord, parce qu'il redevient possible de les tenir ensemble pourvu qu'on les réinscrive dans leur temporalité distincte, et que rien n'interdit d'avoir l'esprit au premier sans abandonner de saisir les possibilités plus rapprochées du second. Ensuite parce que, même dans l'immédiat, ils ne sont pas sans point d'accrochage. Ainsi de celui qui passerait par un droit de préemption des salariés pour une reprise en coopérative des entreprises ou des sites qui ferment. Abolition locale de la propriété financière des moyens de production, instauration de leur propriété collective d'usage, suppression par conséquent du rapport salarial remplacé par une politique de la production collective. Les choses alors ne s'agencent-elles pas merveilleusement ? Si le néolibéralisme ferme à tour de bras, puisqu'il n'y a pas d'alternative, c'est le capital lui-même qui, abandonnant le terrain de son propre mouvement, se laissera grignoter et déposséder de l'intérieur. Assurément, il y faudrait une loi, c'est-à-dire jouer le jeu où l'on passe des lois. Mais une petite loi, plus innocente et plus filoute que s'il s'agissait de décréter la fin révolutionnaire de la propriété privée. Une loi à portée de main. Par exemple, d'un mouvement social de quelque ampleur qui, sortant du registre du seul refus, l'élirait comme sa revendication positive. Car c'est une bénédiction rare qu'une vision d'avenir, et même une vision d'ampleur, ni plus ni moins que la diffusion invasive de rapports de production post-capitalistes, ait ainsi le bon goût de se laisser résumer dans une disposition législative aussi simple, aussi modeste, aussi accessible, et aussi capable de dérober le sol sous les pieds du pouvoir capitaliste. Mais, précisément, un mouvement social, nous en avons un sous la main. Et c'est dans ce moment que, providentielle coïncidence, le film de Brisé nous arrive. Si son tableau des impossibilités objectives est suffocant, il n'appelle par là que plus intensément le complément du discours manquant, le discours des structures. Du fond de son impasse, il crée la nécessité impérieuse de se décaler, de se désobnubiler des impossibilités locales pour regarder du côté de la cause globale qui les a installées toutes et rouvrir une possibilité d'ensemble. Il est vrai que recréer une ouverture de cette sorte ne peut être que l'affaire d'une politique macroscopique. On ne refait les structures globales que par de la politique globale. Seul moyen, redisons-le, de reconstituer les conditions pour que les luttes locales aient de nouveau leur chance. Mais le mouvement social d'aujourd'hui pressent sa propre portée macroscopique. Il entrevoit la portée globale de ces enjeux. Il en pose à nouveau la question. C'est bien pourquoi il importe de désectoriser les luttes présentes, de dégager leur dénominateur commun, de savoir qu'elles renvoient toutes au même lieu, de nommer ce lieu et de s'unir tous pour l'attaquer. Les moments de cette sorte sont rares, dominés la plupart du temps par l'étroitesse et la compartimentation des horizons locaux. Voilà qu'il s'en présente un, propice à magnifier l'effet d'un film peut-être appelé à marquer l'opinion,
Effet paradoxal s'il en est, puisqu'il force à trouver les voies du réespoir à partir de son fond de désespoir, et que, bien complémenté, il peut y conduire. Par exemple, sous un mot d'ordre simple, ramassé, faussement modeste, mais réellement subversif de l'ordre présent, pour la préemption salariale. Post-scriptum, violence admissible, violence inadmissible. Mais il n'y a pas dans En guerre que l'espace en creux d'une contre-politique des structures. Il y a aussi, attesté par son titre même, le plein d'un propos sur la violence de classe. Si le personnage central du film est tragique, c'est qu'il reprend en lui toute la violence de la situation. Très significativement, il ne cesse de se mettre en travers du débordement de ses camarades, légitimement fous de rage. « Arrête! Arrête !» ne cesse-t-il de leur crier en faisant interposition. Mais il y a une économie générale, à la fois collective et individuelle, de la violence, avec des points critiques qui signalent l'arrivée aux limites de la capacité d'absorption et d'accommodation. En ces points s'ouvre alors une bifurcation au terme simplissime. Ou renvoyer la violence du dehors vers le dehors, ou la retourner contre soi. À force d'intimer à ses camarades d'arrêter, le héros se dirige inexorablement vers sa fin. Et c'est bien cette forme-là de la violence que le néolibéralisme apprécie par-dessus tout, encourage de fait même en ne cessant de condamner l'autre. Que les salariés se suppriment. C'est bien triste, mais disons les choses entre nous, comme solution radicale au problème des gêneurs, c'est épatant. Qu'ils sombrent dans la dépression, ça peut nous intéresser aussi. Ne sommes-nous pas fondés à nous débarrasser des loques improductives ? Toutes les fois où des salariés choisissent autre chose que leur destruction, le ministère de la propagande intégrée est là, entier, écumant, pour leur tomber dessus. France 2, BFM, France Info, la BFM étiquetée service public, France Inter, dont les matinaliers s'égosillent à chaque occasion pour savoir si, tout de même, on ne condamne pas ces violences. Car voilà, il faut condamner les violences. En 2010, Pujadas, à l'aise, croit pouvoir se faire en petite foulée le syndicaliste des Conti après le passage des ordinateurs de la sous-préfecture de Compiègne par la fenêtre. Le malheureux, il ne sait pas qu'il est tombé sur un os. L'os s'appelle Xavier Mathieu, et lui qui ne pratique pas la reptation comme l'autre a une colonne vertébrale. Ici, coup d'arrêt. Le tribunal des procureurs médiatiques, c'est fini. L'ère des condamnations sélectives des violences, terminée. Vous voulez qu'on en parle des violences ? C'est parfait. Examinons-en donc le tableau d'ensemble. Mais ça, c'est ce que le ministère de la propagande qui s'ignore ne veut en aucun cas. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les chemises de DRH et rien d'autre. Qu'on lui donne une voiture de PDG sur le toit, comme dans le film de Brisé, là oui, sa joie est faite. Mais le film, précisément, a le mauvais goût de montrer aussi tout ce qui a conduit à la voiture à l'envers, car elle ne s'y est pas mise toute seule, et l'hypothèse de la sauvagerie naturelle des ouvriers n'y suffit pas non plus. Loi générale, les gens font des choses parce qu'on leur a fait des choses. Or ici, les choses qu'on leur a faites, on les voit. Du coup, les choses qu'ils font, on les comprend, au double sens du terme même. Si le film de Brisé est étouffant quand il semble nous laisser sans issue, il est politiquement salutaire quand il restaure les images manquantes, les images antécédentes, et celles que les médias prennent bien soin de ne jamais montrer, pour que surtout jamais on ne comprenne. Pendant ce temps, la racaille éditorialiste qui ne supporterait pas qu'on lui fasse le centième de ce qu'on fait ordinairement à la classe ouvrière, et quand on la met au travail et quand on la jette hors du travail, continue de donner des leçons. Des dossiers préfectoraux au vent, des vitrines brisées, des sacs de nuggets en déshérence, c'est très grave. Goodyear, divorce par dizaines, naufrage individuel dans l'alcoolisme, surendettement, maisons vendues, 750 salariés sans solution, RSA, 16 suicides aussi. Les médias avaient parlé du saccage de la sous-préfecture de Compiègne.
À 16 suicidés chez Goodyear, on le passe le seuil technique du saccage ou on le passe pas? Ah tiens, on l'a pas passé. L'humanisme étendu souffre plus pour les nuggets ou les ordinateurs, dont il est vrai qu'on ne souligne pas assez la cause. Et puis, disait Berkeley, esse est percipi. Être, c'est être perçu. Mais c'est formidable, pense aussitôt la racaille. De ce qu'on ne voit pas, on peut donc dire qu'il n'existe pas. C'est cela même contre quoi lutte le film de Brisé, contre cette élévation de l'injustice au carré et qui consiste en le déni de l'injustice. Et si, élargissant le champ des perceptions, commençant à y faire entrer les causes prochaines ordinairement occultées, si, faisant cela, il nous aide, c'est pour nous acheminer vers une décision éclairée même, puisqu'il nous en met tous les éléments sous les yeux. C'est que nous voilà rendus à un grand carrefour civilisationnel, une grande ligne de partage politique des eaux. Deux partis s'offrent, le parti des nuggets et le parti des hommes. On va voir qui choisit quoi.